Ce qui rend évidemment nécessaire de me faire taire à tout prix, c'est que j'affronte ce qui doit très précisément ne pas être dit, c'est-à-dire le phénomène, je le répète, non seulement le phénomène le plus important, mais celui qui doit à tout prix être tu par les faits. Ah oui, ça, il pourrait être d'actualité, il est d'actualité, oui. Il ne peut pas l'être davantage. Et évidemment, ma conviction à moi est que c'est le thème qui est le plus d'actualité et le plus important dans l'actualité, et aussi d'ailleurs sans doute le plus important dans l'histoire de notre pays, puisque évidemment, si on change de peuple, l'histoire de notre pays prend une toute autre signification. D'ailleurs, ce n'est plus tellement l'histoire de notre pays. Je suis peut-être un théoricien, mais certainement pas sur ce point. Le grand remplacement, hélas, n'a rien du tout d'une théorie, plutôt ciel que ce ne fut qu'une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est un phénomène. C'est le phénomène le plus important à la fois de l'actualité et de notre histoire. Et je n'en suis en rien le théoricien. Je suis celui qui l'a nommé, si l'on veut, qui a proposé ce nom pour lui, qui semble assez adéquat, puisqu'il a été largement repris, même à travers le monde. Ce qui est une victoire, c'est que le mot puisse servir à ce que les gens se rendent compte de ce qui survient. C'est une victoire très, très incomplète, très imparfaite. Vous savez, moi, je pense que ce qui règne, c'est ce que j'appelle le négationnisme global, c'est-à-dire le fait qu'on nie cette évidence qui est la plus considérable, et tout ce qui aide à combattre ce négationnisme et à affirmer la vérité du phénomène est une bonne chose. Alors si l'expression prend, fût-ce au prix de très nombreux malentendus, comme celui que vous avez évoqué, cette affaire de théorie, si l'expression prend, c'est évidemment une bonne chose. Je pense qu'ils la voient plus qu'ils ne le disent. Cela dit, même au sein du personnel politique, il y a de plus en plus de personnes qui le disent, et qui d'ailleurs le disent sans en être du tout inquiétés, contrairement à moi. Il suffit d'y apporter un facteur plus, si on s'en réjouit, comme le fait par exemple Jean-Luc Mélenchon. Au fond, ce qu'il dit est à peu près la même chose que moi. Il dit que très rapidement, le pays va être entièrement métissé, que la population sera changée. Seulement lui, il trouve que c'est très bien. Et dans la mesure où il trouve que c'est très bien, il peut absolument le dire. Je pense qu'une volonté idéologique, c'est vraiment beaucoup dire. Vous savez, il n'y a rien de moi conspirationniste ou conspirateur que moi. Ça n'a aucun trait d'une conspiration. Parler d'une volonté, c'est encore un peu beaucoup dire. Je crois que les malheureux sont totalement dépassés par les événements, voient bien que leurs discours ne tiennent plus aux choses en rien, qu'il n'y a aucune espèce de relation entre ce qu'on appelle l'information et la réalité effroyable de ce qui survient. Donc, ils naviguent au jour le jour, en laissant passer de temps en temps une petite phrase pour voir un peu au fond de leur seule obsession. Ce sont les sondages et leur élection ou leur réélection. Donc ils lancent des ballons d'essai pour voir si c'est favorable à leur carrière ou si ça ne l'est pas à leur carrière ou à leur parti. Je pense surtout qu'ils sont complètement hébétés et dépassés par les événements.
précisément tout ce qui porte là-dessus, c'est-à-dire la constatation du changement de peuple, de la colonisation de la France et de l'Europe, ne doit pas être nommé. Il n'y a absolument rien d'autre à reprocher à ces jeunes gens. Au contraire, ils sont plutôt plus du côté de la loi que ne le sont les juges. Eux, ils défendent le territoire, ils défendent les frontières. Ils n'ont commis absolument aucune espèce de violence, ils n'appellent à aucune violence, donc il n'y a absolument aucune raison objective de les dissoudre, sinon le fait qu'ils affrontent le tabou entre les tabous qui est le grand remplacement, de quelque façon qu'on l'appelle. On peut l'appeler autrement si les gens préfèrent une autre dénomination. On peut dire génocide par substitution en utilisant les termes d'Aimé Césaire plutôt que les miens. Ça n'a absolument aucune importance, ça revient toujours au même. Le changement de peuple et de civilisation. Bon, de toute façon, je n'ai jamais été très populaire dans le monde intellectuel et surtout dans le monde médiatique. Ma conviction la plus profonde est que le devoir moral et aussi au fond le devoir esthétique d'un écrivain, c'est de se porter systématiquement au point obscur, à l'angle mort du discours d'une civilisation, d'une société. Et j'en ai exploré plusieurs les uns après les autres, ce qui ne le rend absolument pas populaire. Et d'autre part, on ne peut pas dire que j'ai une considération folle pour le rôle et la place des médias ou des journalistes dans la société française. Donc non, je n'étais pas extrêmement populaire, mais alors ce qui rend évidemment nécessaire de me faire taire à tout prix, c'est que j'affronte ce qui doit très précisément ne pas être dit, c'est-à-dire le phénomène, je le répète, non seulement le phénomène le plus important, mais celui qui doit à tout prix être tu par les faits. Je les prends forcément très mal parce que je ne peux que les trouver absurdes. Je les vois aussi comme une preuve. Un fait certain, c'est que personne ne me lit. Il y a deux catégories de gens dont on peut être assuré qu'ils ne m'ont pas lu. Ce sont les journalistes, et en particulier les journalistes qui formulent ce genre d'accusation, et les tueurs de masse. Ce qui prouve que le tueur de masse n'a aucune relation avec moi, c'est qu'il ait commis son crime et son forfait, puisque le centre de ma réflexion politique, c'est ce concept que tout le monde ne comprend pas très bien, d'innocence, c'est-à-dire de non-nocence, de non-nuisance, de non-violence. Moi, si je suis par exemple partisan de la remigration, c'est parce que je pense que nous allons nécessairement à la catastrophe, que les sociétés multiculturelles, pluriethniques, c'est prouvé tous les jours, sont d'une violence épouvantable dans la vie quotidienne, et c'est précisément pour éviter cette violence que j'appelle au constat du grand remplacement d'une part et à la remigration d'autre part. Alors évidemment, si le tueur de Christchurch avait eu le moindre contact, non seulement avec moi, ce dont il n'est même pas question, mais avec mes livres, et si j'avais eu une influence sur lui, la dernière chose qu'il aurait faite était évidemment de procéder à un massacre. Mais le tueur de Christchurch ne fait absolument, contrairement à ce que répètent les journalistes et le pouvoir négationniste, le tueur de Christchurch probablement ne connaît même pas mon nom, ne fait pas le moindre référence à moi. Il se trouve que cette expression de grand remplacement est absolument partout aujourd'hui et dans de très nombreuses langues. Et on pourrait parler alors de mon influence sur le président Macron, qui paraît-il en parle couramment à l'Élysée, probablement pas dans les mêmes termes que moi, mais il utilise l'expression grand remplacement. Le tueur de Christchurch a écrit une brochure qui s'appelle The Great Replacement. D'abord, une des choses qui prouve certainement qu'il ne m'a pas lu, c'est que mon livre à moi n'est pas traduit en anglais
et que je sache, il ne parle pas anglais. Donc il ne cite absolument nulle part mon nom, bien entendu, dont il n'a probablement pas la moindre idée. Je pense que ça peut être extraordinairement éclairant, que ça peut contribuer à la levée du négationnisme global. Il me semble que les choses deviennent de plus en plus claires. Ce n'est même plus une importation. C'est comme s'il y avait un front commun, un peu éloigné évidemment, entre Jérusalem et la Seine-Saint-Denis. Mais il y a quand même beaucoup de points communs. Je disais en plaisantant et en paraphrasant Voltaire, l'Europe a créé Israël à son image, mais Israël le lui a bien rendu. Et ça semble assez vrai. Je veux dire qu'Israël n'a certes pas été créé par l'Europe, mais est quand même, en un certain sens, une présence de l'Europe dans cette partie du monde. Étant une démocratie parlementaire, c'est quand même le type européen par excellence. Et nous nous retrouvons dans une situation qui est incroyablement voisine de celle des Israéliens. C'est-à-dire, eux, ils se trouvent avec une guerre, si on peut dire, extérieure, avec avec Gaza et la Cisjordanie, mais aussi de plus en plus avec des difficultés intérieures dues à la considérable minorité arabe et musulmane en particulier. La dérision sinistre du vivre ensemble est en train d'éclater en Israël comme elle éclate en France et en Europe, avec toujours ce même étonnement naïf des gens qui disent chaque fois « mais on ne comprend pas, on vivait très paisiblement, côte à côte, les uns avec les autres ». Ce qui s'est passé, ce qu'on a entendu, les gens de ma génération ont entendu 10 fois dans l'histoire de leur vie. Au moment de la Yougoslavie, c'était exactement la même chose. Non, on ne comprend pas du tout, on était en très bonne intelligence, dans les mêmes immeubles, et tout d'un coup, cette horreur. Et cette horreur est consubstantielle à ce genre d'illusion. Je ne pense pas que deux peuples puissent vivre ensemble sur un même territoire. Non, je pense que des individus peuvent s'intégrer dans toutes les civilisations. Et l'histoire de la France en donne des milliers d'exemples magnifiques. Que d'ailleurs, ces immigrés ont apporté une contribution considérable et très précieuse à notre culture. Mais à partir du moment où ces immigrés sont en tel nombre qu'ils se conçoivent eux-mêmes, et très légitimement et inévitablement, en tout cas, comme un peuple, c'est-à-dire avec sa religion, sa civilisation, ses costumes, ses mœurs culinaires et autres, non, il n'est plus question d'intégration. Vous savez, on vit là, dans un monde d'un vocabulaire incroyablement anachronique, mais un des termes les plus anachroniques est celui d'intégration. Enfin, comment peut-on parler encore aujourd'hui d'intégration? L'intégration de quoi à quoi d'ailleurs? L'intégration serait plutôt retournée. Les intégrations auxquelles on assiste sont plutôt l'intégration de malheureux indigènes qui restent dans les zones de population remplacées et qui, pour survivre, sont bien obligés de s'intégrer aux nouveaux venus et devenir pour tout particulièrement absurde, parce que même les enfants indigènes, contrairement à la légende, il n'y en a jamais eu tant en France. Même la population de l'indigène de la France n'a jamais été aussi nombreuse. Et je suis absolument persuadé que toutes les politiques écologiques, quelles qu'elles soient, sont absolument un pansement sur une jambe de bois tant qu'on n'affronte pas la question démographique. Le fait que la croissance démographique soit donnée comme une bonne chose systématiquement à la télévision et la décroissance démographique comme une très mauvaise chose. Il y a encore 3 jours, j'entendais sur France 2
des manifestations d'inquiétude quant à la Chine, où il y avait un fléchissement démographique. Vous parlez d'une catastrophe, alors qu'en plus ça a été désiré pendant des années et des générations. S'il y a une décroissance démographique, est la première des nécessités pour la planète. Le monde est entier. Un des remplacements, c'est la plastification du monde, y compris des océans, la saleté incroyable de l'état de la Terre, le fait que même les océans soient pleins de matière plastique, le fait que le monde, un nombre croissant de villes ressemble à des bidonvilles, ce que j'appelle le bidonville global, y compris les grandes métropoles comme Londres et comme Paris, qui évoluent vers une sorte de forme urbaine du bidonville. Il n'y a absolument aucune nécessité de croissance démographique. L'inquiétude n'est pas du tout pour la décroissance de la population européenne. L'inquiétude tend à la croissance absolument débridée et folle des populations extra-européennes, y compris en Europe. Écoutez, s'il l'accepte, en effet, il est vain de se battre là contre, mais il l'accepte parce qu'il est conditionné à l'accepter par l'effondrement culturel, par l'effondrement du système scolaire, par tout ce que j'appelle le petit remplacement, qui est la condition absolument nécessaire du grand. Jamais, jamais au cours de notre histoire, les Français n'auraient accepté ce qu'ils subissent passivement aujourd'hui. Donc il faut bien qu'ils aient été préparés. Encore une fois, je ne fais pas allusion nécessairement à des volontés. Ce sont des mécanismes absolument colossaux. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus dérisoire que cette obsession des journalistes de parler de conspirationnisme, de conspiration. C'est un mot absolument minuscule pour diminuer ce qui se passe, qui n'implique même pas de volonté particulière. Ce sont des conceptions du monde. À partir du moment où on a une conception industrielle de la matière en général, mais de la matière humaine en particulier de nos jours, on tend évidemment à la produire. Et par exemple, la produire, c'est l'effondrement culturel devient une nécessité, puisqu'il faut qu'il y ait une sorte d'égalité dans l'hébétude. On élimine, par exemple, la classe cultivée qui a été éradiquée en France. Ça n'existe plus. Il n'y a même plus de public pour la culture. Par quoi je ne veux évidemment pas dire qu'il n'y a pas de gens cultivés en France. Et alors là, pour le coup, ce sont des individus, et ce n'est plus une classe. Rien ne s'adresse en France à une classe cultivée aujourd'hui. Il suffit de comparer la télévision d'il y a 30 ou 40 ans, ou même 50 ans, et la télévision aujourd'hui, par exemple. Oh, non, je ne dis pas qu'il est mort. Il y a des éléments de survie qui sont absolument précieux, mais on voit bien l'effondrement culturel à propos de la conception qui prime aujourd'hui, justement, au moment de l'épidémie. On a l'impression que la culture, ce n'est plus que le spectacle, les arts de la rue, tout ce qui est de masse, dont je ne dis pas que ça ne fasse pas partie de la culture, ça en fait éminemment partie. Mais enfin, ce n'est quand même pas l'essentiel de la culture. On pourrait considérer au contraire que le confinement est très favorable à la culture. La culture, c'est évidemment d'abord la culture de l'individu, c'est-à-dire la lecture, la méditation, la campagne, la solitude, tout autant que le zénith ou les endroits comme ça, tout autant, et à mon avis même plutôt plus. Donc on pourrait très bien considérer que la pandémie pourrait être favorable à la retraite en soi-même, à la méditation, à la philosophie et donc à la culture. Je crois qu'un sursaut est possible, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Nous sommes quand même un certain nombre à nous battre pour que ce sursaut survienne. Moi, je crois qu'un sursaut est tout simplement
une étincelle de vérité. On l'a vu au moment d'un autre univers qui était totalement faux comme le nôtre, qui reposait entièrement sur le mensonge, comme la société soviétique des années 70 et 80. Et des gens, les dissidents, se battaient pour la vérité. Que tout le monde savait ce qui se passait. Tout le monde voyait bien que ce système ne marchait pas, que c'était un système d'horreur même, sinistre, et qui ne pouvait s'appuyer que sur les prisons, la psychologisation de dissidence et ce genre de choses. Tout le monde était au courant, personne n'avait d'illusion sur le régime communiste, mais personne n'osait ou ne voulait dire la vérité. Et quand même, quand la vérité a percé une bonne fois, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Donc à tout moment, il est possible que les gens réalisent, fassent le ciel, que l'étincelle de la vérité ne soit pas un drame épouvantable. Je ne le souhaite pas. Mieux vaudrait que ce fût, je ne sais pas, que quelqu'un, à un moment, arrive à porter une parole qui soit entendue. Alors j'aime beaucoup en effet le concept de sanctuaire. Je crois que la situation est tellement dégradée dans tellement de domaines, y compris dans un domaine qui m'est très cher et qui me préoccupe beaucoup, qui est celui de la défense des paysages, qu'il n'y a plus d'espérance, au moins dans un premier temps, que dans les sanctuaires. Des sanctuaires pour le paysage, des sanctuaires pour la beauté, des sanctuaires pour le patrimoine, des sanctuaires pour l'éducation, des sanctuaires pour la haute culture, des forteresses, si l'on veut, mais en effet, des sanctuaires organisés autour d'un petit nombre. Ça me semble en effet plus raisonnable que l'espérance d'un changement à vue global. Je suis tout à fait favorable, en effet, à une politique des sanctuaires, peut-être essentiellement, en tout cas, en ce qui concerne l'éducation. Il faut rééduquer, éduquer, puisque pratiquement plus personne ne l'est. La seule éducation qui se dispense aujourd'hui, au fond, c'est l'enseignement de l'acceptation du génocide par substitution. Apprendre aux gens à être remplacés ou à remplacer. Voilà à peu près à quoi se réduit l'enseignement aujourd'hui.